Like, this new schedule's totally confusing. Order the double cheese and sausage. Right here, dude. Lors de sa sortie en 1982, Fast Times at Ridgemont High a choqué aussi bien Hollywood que le public avec des scènes audacieuses comme on n'en avait jamais vu sur grand écran. Des moments sensibles, dévoilant trop de peau, des scènes de masturbation, jusqu'aux situations sentimentales les plus compliquées. Le film suit Brad Hamilton, Stacy Hamilton et surtout l'icône culturelle Jeff Spicoli, offrant un tableau à la fois vivant, drôle et profondément provoquant de l'adolescence américaine entre les couloirs du lycée et les centres commerciaux où se mêlent ennui, désir et chaos. Mais derrière la lumière des projecteurs, les coulisses du film étaient un véritable capharnaüm. Universal, douté du projet, refusa d'abord d'accorder l'accès au plateau et David Lynch faillit même devenir le réalisateur du film. Vous vous demandez quel secret sombre se cache derrière cette œuvre culte ou quelle scène a fait rougir le public plus que toutes les autres. Découvrons ensemble les 20 révélations les plus choquantes à propos de Fast Times at Ridgemont High. 20. Nicolas Cage n'avait que 17 ans et tous les autres acteurs étaient en majeur. Nicolas Cage a eu un début de carrière pour le moins inattendu et tout a véritablement commencé avec Fast Times at Ridgemont High. À l'époque, il portait encore son nom de naissance Nicolas Coppola en tant que neveu du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Mais Cage refusait d'être considéré comme un protégé du clan Coppola, ni d'être catalogué comme un privilégié profitant du nom de sa famille. Il décida donc de renaître sous le pseudonyme Nicolas Cage, inspiré par Luke Cage, le super-héros afro-américain de bande dessinée qu'il admirait passionnément. Dans Fast Times, Cage n'apparaît qu'un bref instant dans le rôle de Brad's Bud, l'un des collègues de Judge Reinhold au stand de burger. Pas de réplique, pas de lumière braquée sur lui, mais pour Cage, c'était la toute première porte ouverte vers l'univers du cinéma. Et à peine un an plus tard, ce jeune garçon encore tendre devint une étoile montante, commençant un parcours à la fois chaotique, imprévisible et flamboyant pour finalement s'imposer comme l'un des acteurs les plus singuliers et insaisissables d'Hollywood. Le paradoxe amusant, c'est que pour un film célébré comme la Bible des adolescents des années 80, presque aucun acteur principal n'était réellement adolescent. La plupart étaient déjà dans la vingtaine, voire bien au-delà, mais parvenaient malgré tout à incarner de façon convaincante des lycéens américains. Jennifer Jason Leigh, par exemple, joue une jeune fille de 15 ans alors qu'elle-même avait déjà 20 ans. Cette pratique des adultes jouant des ados était devenue une véritable spécialité hollywoodienne de l'époque. Et au sein de tout le casting, seul Nicolas Cage était véritablement un adolescent. À 17 ans, Cage devait respecter les obligations légales strictes imposées aux mineurs. Il n'avait le droit de travailler qu'un nombre d'heures limité chaque jour. Cela signifiait que son rôle restait extrêmement restreint, presque réduit à une simple présence d'arrière-plan. Pourtant, cette expérience devint le tremplin parfait pour lui permettre d'enchaîner les films par la suite. Vous souvenez-vous du rôle de Cage dans le film? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-nous s'il vous a convaincu. 19. Le film avait initialement reçu une classification X. Au début, Fast Times at Ridgemont High s'est heurté à un obstacle extrêmement sévère de la part de la MPAA. Le film avait été classé X à cause d'une scène sexuelle entre Damon et Stacy, durant laquelle un moment laissait brièvement apparaître les organes génitaux masculins. Amy Heckerling, attachée à l'idée d'égalité entre les sexes dans la représentation de la nudité, souhaitait que les personnages masculins soient montrés aussi ouvertement que les personnages féminins. Cependant, la MPAA estima que cette scène était trop dangereuse pour les adolescents. Une décision aussi controversée que nécessaire fut finalement prise, la séquence fut floutée et adoucie pour pouvoir passer de la classification X à une classification R. Ce n'est pas tout. Une scène montrant Stacy en train de subir une intervention d'avortement
fut également retiré de la version diffusée en salle afin d'éviter des réactions publiques trop violentes ainsi que des problèmes avec la censure. Ces modifications permirent au film de conserver son authenticité concernant l'expérience adolescente tout en restant suffisamment acceptable pour toucher le grand public sans perdre son esprit rebelle ni son intensité provocatrice. 18. La scène d'autosatisfaction qui a plongé Judge Reinhold dans la honte et l'embarras. Rarement une scène a été à la fois aussi drôle, aussi choquante et aussi gênante pour l'acteur lui-même que celle où Brad se masturbe dans Fast Times at Ridgemont High. Judge Reinhold raconta que tourner ce moment avait été humiliant au point qu'il aurait voulu disparaître sous terre. À la lecture du scénario, cela semblait amusant, mais une fois devant la caméra, éclairé par les projecteurs et scruté par toute l'équipe technique, sa gêne devint une véritable épreuve psychologique. Pour un jeune acteur, ce n'était pas qu'une scène, c'était un test de courage. La réalisatrice, Amy Heckerling, fut celle qui renversa la situation. Voyant Reinhold prêt à quitter le plateau, elle l'entraîna dehors et lui dit doucement mais fermement « C'est une scène d'amour, simplement avec toi-même ». Cette phrase, à moitié sérieuse, à moitié humoristique, fit retomber la tension et offrit à Reinhold une perspective nouvelle. Grâce à cela, il parvint à jouer la scène avec un naturel qui la rendit inoubliable. 17. Aucun morceau original n'a été composé spécialement pour le film, contrairement à de nombreux films pour adolescents de l'époque qui commandaient souvent des chansons originales afin de renforcer leur identité. Fast Times at Ridgemont High choisit une autre direction. Amy Heckerling et le producteur Art Linson décidèrent d'ancrer le film dans le vrai monde en utilisant des morceaux déjà existants, ceux qui régnaient réellement sur les radios au début des années 80. Heckerling n'a jamais caché qu'elle était extrêmement difficile en matière musicale. Elle avouait que lorsqu'elle était adolescente, elle croyait profondément que la seule musique valable était celle qu'elle aimait et que tout le reste était à jeter. Cette sensibilité façonna la bande-son du film. Pour elle, la musique devait refléter exactement le rythme de vie des lycéens américains de l'époque, un mélange de rock classique, new wave, punk et sons émergents. Elle insista donc pour intégrer dans le film les groupes réellement écoutés par les ados Oingo Boingo, The Go-Go's Talking Heads. Mais ses ambitions rencontrèrent une résistance farouche du côté de la production. Irving Azoff, manager des Eagles, voulait miser sur des valeurs sûres, des noms capables d'attirer un public large et d'assurer de bonnes recettes, Don Henley Joe Walsh. Heckerling dut lutter, négocier parfois, céder pour ne pas perdre totalement la vision qu'elle portait. Plusieurs chansons qu'elle n'appréciait pas du tout furent quand même intégrées uniquement pour maintenir un équilibre politique dans la production. Le résultat de ces compromis fut une bande-son unique à la fois du classique rock issu des Eagles et des sonorités nouvelles fraîches et audacieuses. Somebody's Baby de Jackson Browne ou We Got the Beat des Go-Go's en sont les exemples les plus emblématiques. Avez-vous aimé la musique de Fast Times at Ridgemont High? Dites-nous dans les commentaires quelle chanson vous préférez. 16. Au départ, le studio avait refusé de donner accès au plateau de tournage. Universal Pictures doutait du projet depuis le début même lorsqu'il était déjà entré en phase de production. Le studio craignait qu'un film sur la vie désordonnée des adolescents nuise à son image. Résultat, l'équipe du film n'avait pratiquement aucun accès officiel au plateau. La direction du studio n'a jamais pris le film au sérieux, se souvient Cameron Crowe. Il faisait comme s'il n'existait pas. Nous ne pouvions presque jamais entrer en studio. Crowe raconta une anecdote ironique. Un agent de sécurité nommé Scotty comprenait qu'il tournait un film, mais les autres gardes étaient totalement confus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demandait-il. Quand l'équipe répondait « Nous tournons Fast Times at Ridgemont High », les gardes rétorquaient « Impossible, le studio ne produit pas ce film ». Face à cette situation absurde, l'équipe n'eut pas d'autre choix que de se faufiler clandestinement sur les lieux comme des intrus opérant au milieu d'un océan de scepticisme. 15. Le film se déroule dans un véritable lycée. L'une des particularités du film
et qu'il n'a pas été tourné dans un décor en studio, mais directement au Van Nuys High School, dans la vallée de San Fernando. Un lycée authentique avec ses longs couloirs étroits, ses salles de classe exiguës et son terrain de sport animé. Les scènes où Brad travaille, où Jeff Spicoli erre nonchalamment, ou encore où Stacy et Linda chuchotent leurs histoires de cœur, respirent toute la vie d'une vraie école. Un lieu où des adolescents réels avaient couru, mangé, ri et grandi. Le logo du loup mascotte de l'établissement apparaît même dans le film, renforçant encore davantage cette impression de réalisme absolu, donnant au public la sensation de pénétrer réellement dans un lycée et non dans un décor artificiel. Il faut aussi souligner que Van Nuys High se trouve au cœur même de la San Fernando Valley, berceau de la culture Valley Girl en plein essor dans les années 80. Le parler totally awesome, les virées au centre commercial, les sessions de skateboard et le style de vie décontracté, axé sur la consommation, étaient au nez ici. Ce n'est pas un hasard si le film choisit aussi le Sherman Oaks Galleria, centre commercial iconique de la vallée, comme lieu de rendez-vous récurrent des personnages. 14. Sean Penn crée une icône éternelle de Hollywood. Dès son audition, Sean Penn plongea l'équipe de Fast Times à Ridgemont High dans la perplexité. Il entra dans la pièce avec un air indifférent, lut ses répliques avec nonchalance, le visage rouge, et alla jusqu'à avouer « Je n'aime vraiment pas lire ». On aurait dit un échec assuré. Mais précisément, cette étrangeté séduisit le producteur Art Linson et Cameron Crowe. Ils ressentirent en Penn une énergie indomptée, un cool naturel que le script réclamait. Et dès l'instant où Sean Penn devint Jeff Spicoli, l'histoire du cinéma adolescent changea à jamais. Sur le plateau, Penn ne jouait pas Spicoli, il était Spicoli. Toujours en board short, portant des vents à damier, arborant des cheveux blonds en bataille, il exigeait que tout le monde l'appelle Spicoli, devant comme hors caméra. Le personnage semblait avoir quitté une plage californienne pour entrer directement dans la salle de classe de Ridgemont. Cette immersion donna à Spicoli une âme vive faisant de ce surfeur idiot un visage inoubliable du cinéma américain. Ses répliques devinrent immédiatement cultes. « All I need are some tasty waves, a cool buzz, and I'm fine » devint un manifeste de la jeunesse rebelle. « Awesome, totally awesome » résonna comme un cri de défi lancé contre la pression scolaire. Ces instants transformèrent des Spicoli d'un simple rôle secondaire en véritable symbole culturel des années 80, imprimé sur des t-shirts, affiché sur des posters et intégré au langage populaire. Avez-vous été marqué par l'interprétation de Sean Penn? Partagez vos impressions dans les commentaires. 13. La scène de bain de soleil de Phoebe Cates devenue absolument mythique. Dans l'imagination timide et fiévreuse de Brad Hamilton, Linda Barrett émerge de l'eau turquoise, les cheveux ruisselants, la silhouette sensuelle enveloppée dans un bikini rouge éclatant. La musique, Moving in Stereo de The Cars, résonne sa rythmique hypnotique, se mêlant au plan au ralenti, donnant à chacun de ses pas une aura presque gravée dans la mémoire collective. Le moment où Linda retire lentement le haut de son bikini, avance vers Brad et murmure « You know how cute I always thought you were » a littéralement laissé toute une génération de spectateurs dans un état de stupéfaction totale. Le plus fascinant, c'est que toute cette séquence n'existe que dans la tête de Brad, un adolescent perdu dans ses fantasmes maladroits. Dans la réalité, Brad se trouve simplement dans la salle de bain piégée, dans une situation d'une gêne insupportable. Le contraste saisissant entre la fantaisie sensuelle et la réalité embarrassante a transformé la scène en une petite œuvre d'art, à la fois comique et provocante, reflétant parfaitement le chaos désordonné de la puberté. Après la sortie du film, la scène de la piscine devint rapidement l'une des scènes les plus érotiques et emblématiques des années 80. 12. Le tout premier rôle au cinéma de Forest Whitaker. Forest Whitaker connut un début modeste mais inoubliable dans Fast Times at Ridgemont High. Dans ce film, culte pour adolescents, il incarnait Charles Jefferson,
un lycéen imposant, membre de l'équipe de football de l'école. Un rôle très court, avec peu de répliques, mais qui allait marquer la première pierre de sa brillante carrière cinématographique. À l'époque, Whittaker était encore étudiant en chant lyrique et en opéra, à peine en train de découvrir le monde du jeu d'acteur. Fast Times ne lui offrit pas un rôle majeur, mais cette apparition brève permit néanmoins au public de percevoir un magnétisme latent chez lui. Jefferson n'était peut-être qu'une silhouette parmi le tumulte adolescent de Ridgemont, mais pour Whittaker, ce fut un ticket d'entrée dans l'univers hollywoodien. À partir de ce caméo presque invisible, la carrière de Whittaker s'envola progressivement. Il se fit remarquer dans Vision Quest, 1985, attira l'attention dans Platoon 1986, puis brilla de mille feux dans Bird 1988, avec un rôle principal magistral. Ce parcours l'amena finalement au sommet en remportant l'Oscar grâce à The Last King of Scotland 2006. Rétrospectivement, il est incroyable de penser que tout a commencé par un rôle secondaire quasiment anonyme dans un film pour adolescents des années 80. 11. Eckerling a tourné une scène surprise uniquement pour choquer l'équipe. Dans une interview accordée à The Dan Patrick Show, le scénariste Cameron Crowe a révélé un détail savoureux sur le tournage de Fast Times at Ridgemont High. La réalisatrice Amy Heckerling avait tourné une scène entièrement improvisée dans le seul but de choquer l'équipe. Dans cette scène, au moment où Linda entre dans la salle de bain et surprend Brad Hamilton dans une posture extrêmement délicate, la caméra descendait soudainement plus bas qu'elle n'aurait dû, révélant un détail inattendu. Même si la scène ne fut jamais intégrée au montage final, elle fit exploser de rire toute l'équipe tant elle était audacieuse et farfelue. Crowe confia que ce passage n'était absolument pas dans le script. Heckerling l'avait filmé uniquement pour observer la réaction de tout le monde. 10. David Lynch a failli être choisi comme réalisateur. En réalité, Fast Times at Ridgemont High aurait pu emprunter une voie totalement différente, une voie étrange, surréaliste et profondément déroutante provenant de l'esprit de David Lynch. Après le choc artistique d'Eraserhead, et le succès critique de The Elephant Man, Lynch était considéré comme l'un des réalisateurs les plus audacieux de Hollywood, avec une signature visuelle pleine d'angoisse et d'éléments dérangeants. Universal Studios, en quête d'un nom unique pour réaliser cette comédie adolescente, écrite par Cameron Crowe, alla donc frapper à sa porte. Imaginez un instant un lycée labyrinthique plongé dans un chaos étrange des étudiants, glissant sur leurs planches de skate dans des couloirs surréalistes, des rires adolescents, mêlés à des visions énigmatiques, voilà à quoi Fast Times aurait pu ressembler si Lynch avait accepté. Mais le cinéaste déclina poliment. Il avoua que le scénario était séduisant, mais qu'il ne correspondait ni à son rythme créatif, ni à ses instincts artistiques. Pour lui, l'univers adolescent léger et les expériences mystiques étranges de ses films ne pouvaient absolument pas cohabiter. Heureusement, ou peut-être par destin, le fauteuil de réalisateur revint à Amy Heckerling. Avec son regard affûté, son humour subtil et sa sensibilité féminine, elle transforma le scénario de Crowe en un portrait lycéen, à la fois réaliste, tendre, drôle et acéré, donnant naissance à un classique du cinéma adolescent. 9. La sœur de Bruce Springsteen apparaît dans un petit rôle. Pamela Springsteen, la sœur cadette du légendaire The Boss, a fait une brève apparition dans le film. À cette époque, Pamela commençait tout juste à se lancer dans le monde du cinéma, acceptant de petits rôles modestes à Hollywood, et Fast Times at Ridgemont High fut l'une des premières marches sur cette échelle encore change-vench. Son rôle est si furtif qu'il peut facilement passer inaperçu, mais pour les fans fidèles du clan Springsteen, c'est un détail savoureux et hautement symbolique. Tandis que Bruce électrisait les stades avec sa guitare et ses hymnes immortels, Pamela choisissait un chemin radicalement différent, celui de l'écran. Et ce chemin-là devait bientôt la conduire à un trône bien à elle, celui d'Angela Baker dans la saga horrifique Sleepaway Camp, transformant Pamela Springsteen en une véritable icône culte des années 80. 8. La réunion du casting de Fast Times fut brève mais mémorable.
À peine Fast Times at Ridgemont High, sorti en 1982, est devenu un succès surprise, les fans commencèrent à rêver d'une réunion du casting légendaire. Hollywood bruissait de rumeurs, Sean Penn Judge, Reinhold, Jennifer Jason Leigh et Phoebe Cates allaient-ils se retrouver pour parler du film qui avait fait d'eux des icônes de l'adolescence américaine? Et quelques années plus tard, cet événement tant attendu finit par se produire. Dans une émission télévisée spéciale, ils s'assirent côte à côte, replongeant ensemble dans les tempêtes du tournage et dans l'instant improbable où un film que l'on croyait n'être qu'une petite comédie adolescente de série B devint un phénomène culturel mondial. La réunion fut courte, mais elle débordait d'émotions. Sean Penn, habituellement réservé, éclata de rire en se remémorant son rôle de Spicoli, celui qu'il avait marqué à jamais comme le surfeur éternel. Judge Reinhold confia qu'il n'aurait jamais imaginé que sa scène derrière le comptoir deviendrait plus tard un même culte. Jennifer Jason Leigh, plus discrète mais profonde, évoqua la spirale de célébrité inattendue dans laquelle elle avait été projetée. Quant à Phoebe Cates, beauté iconique des années 80, elle admit que la fameuse scène de la piscine avait changé sa vie d'une manière à la fois éclatante et terriblement pesante. Pour les fans, cette réunion fut un véritable cadeau. Voir leurs idoles réunies dans le même cadre, partageant souvenirs, rires, et même les ombres laissées par la gloire, fut irrésistible. Les carrières des uns et des autres avaient en effet suivi des chemins très différents, mais à cet instant précis, ils étaient tous ramenés à 1982, à ce petit film d'ado qui avait écrit leur légende. 7. Le casting comprenait des amis et même des partenaires des créateurs. La distribution de Fast Times at Ridgemont High ressemble à une fête où se réunissent amis connaissances voisins et parfois même les petits amis des membres de l'équipe. Amy Heckerling et Cameron Crowe n'hésitèrent pas à remplir les couloirs animés, les salles de classe bruyantes et le centre commercial du film avec des visages familiers de leur propre vie. Ce choix audacieux apporta au film une spontanéité et une authenticité incroyablement palpables. Le public avait presque l'impression de regarder le véritable quotidien des adolescents californiens du début des années 80. Pour Crowe, qui avait écrit le scénario à partir de son infiltration secrète au lycée Clermont, inviter amis et connaissances brouillait encore davantage la frontière entre réalité et fiction. Ces figurants, parfois seulement aperçus quelques secondes, insufflaient une énergie unique aux scènes des regards, des chuchotements, des rires échangés dans les couloirs. Autant de gestes minuscules qui donnaient l'impression que la caméra captait une journée réelle dans une vraie école. Ces instants apparemment insignifiants prenaient vie grâce à ces visages authentiques et familiers. 6. Fast Times at Ridgemont High était d'abord un livre non fictif pour écrire Fast Times at Ridgemont High, A True Story, 1981. Cameron Crowe s'est lancé dans une expérience pour le moins audacieuse, retourné au lycée à l'âge de 22 ans déguisé en élève. Sous le pseudonyme de Dave Cameron, il s'inscrivit secrètement au Clermont High de San Diego. Il assistait aux cours, partageait les repas à la cafétéria, se mêlait aux élèves réels et notait méticuleusement chaque détail du quotidien des adolescents américains de la fin des années 70. Ce qui rendait son projet exceptionnel, c'était la vérité brute de ses observations. Crowe ne regardait pas seulement de l'extérieur, il vivait réellement l'expérience adolescente. Les inquiétudes liées aux notes, les petits boulots dans les fast-foods, la pression sociale, la cigarette, les fêtes trop bruyantes, les amourettes maladroites dissimulées dans l'ombre des terrains de sport. Tout cela fut retranscrit sans filtre. Certains personnages du livre, comme Mark Ratner, provenaient directement d'élèves réels, même si Crowe changea les noms pour éviter les poursuites. Mais quiconque avait fréquenté Clermont à cette époque se reconnaissait aisément dans les pages. Un an seulement après la publication du livre Hollywood, s'en empara pour adapter l'histoire au cinéma. Ce matériau authentique donna au film une tonalité unique, drôle, crue, parfois embarrassant par sa franchise, mais terriblement vraie. Amy Heckerling
en réalisant le film, conserva l'esprit de cette réalité vêkida transformant les scènes du livre en moments cinématographiques devenus cultes. 5. Tom Hanks avait été envisagé pour le rôle de Brad Hamilton. Avant que Judge Reinhold ne devienne officiellement Brad Hamilton, le rôle avait été envisagé pour une toute autre gongmat, Tom Hanks. Au début des années 1980, Hanks n'était encore qu'un acteur de télévision dans Bosom Buddies, sans véritable dohan sur grand écran. Les producteurs voyaient en lui un certain potentiel, mais lorsqu'on le comparait au personnage de Brad, un garçon gentil travaillant à tous les petits emplois à temps partiel, luttant contre les déceptions de l'adolescence, Hanks ne semblait pas vraiment correspondre. Finalement, le rôle est de tomber entre les mains de Reinhold, qui a apporté à Brad Hamilton une sincérité mêlée d'humour, devenant ainsi l'une des figures de lycée les plus mémorables des années 80. Son incarnation subtile a permis au public de rire et de compatir aux maladresses et aux tourments de l'âge adolescent, transformant ce personnage en véritable centre de gravité du film. Ironie du sort, seulement 2 ans plus tard, Tom Hanks a explosé avec Splash 1984, ouvrant la voie à une brillante carrière et le propulsant parmi les acteurs les plus aimés et respectés d'Hollywood. 4. Fast Times est le premier long métrage réalisé par Amy Heckerling. Le film est précisément le premier long métrage d'Amy Heckerling, une jeune réalisatrice fraîchement diplômée de la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, où elle avait affiné son regard visuel à travers plusieurs courts-métrages expérimentaux. Le choix de faire confiance à Heckerling est venu du producteur Art Linson, immédiatement convaincu par son humour acéré et sa capacité à observer avec finesse la vie des adolescents. Grâce à cela, Heckerling a su trouver un équilibre remarquable entre comédie et réalisme, transformant le scénario de Cameron Crowe en une œuvre dépassant de loin les limites d'un simple teen movie divertissant. Le résultat c'est que Fast Times n'est pas seulement devenu un phénomène culturel, mais a aussi ouvert grand les portes de la carrière de Heckerling, la plaçant parmi les rares réalisatrices respectées à Hollywood. À partir de cette base solide, elle a continué à affirmer son talent à travers de nombreuses œuvres, dont l'apogée fut Clueless, 1995, l'un des films adolescents les plus emblématiques de tous les temps. 3. Personne n'aurait pu imaginer le succès de Fast Times. Lorsque Fast Times at Ridgemont High est sorti en 1982, Universal ne plaçait presque aucun espoir dans le film. Au départ, le studio ne proposa qu'une sortie limitée et une campagne promotionnelle minimale, comme s'il craignait qu'une comédie adolescente ne s'effondre au box-office. Même Amy Heckerling, la jeune réalisatrice, ressentait cette méfiance du studio. Mais dès la première semaine d'exploitation, une surprise éclata. Le film récupéra plus de la moitié de son budget de production de 5 millions de dollars, poussant Universal à élargir immédiatement sa diffusion. Le bouche à oreille fit le reste et transforma Fast Times en un phénomène inattendu. Le public fut séduit par les histoires adolescentes authentiques et la réplique « Totally Awesome » devint une véritable icône culturelle. En un laps de temps très court, Fast Times at Ridgemont High rapporta 27,1 millions de dollars sur le territoire américain, soit plus de 6 fois son budget de production, un chiffre dépassant de loin toutes les prévisions initiales. Ce succès retentissant ne venait ni d'une stratégie marketing ni de noms prestigieux, mais bien de la qualité du contenu du jeu des acteurs et de sa capacité unique à se connecter au public, transformant un film considéré comme modeste en symbole majeur du cinéma adolescent des années 80. 2. Fast Times a été adapté en série télévisée. En 1986, Fast Times, la version télévisée du film culte Fast Times at Ridgemont High, a été diffusée sur la chaîne CBS avec 7 épisodes s'étalant du 5 mars au 23 avril. Bien qu'elle ait été produite par la réalisatrice Amy Heckerling et le scénariste Cameron Crowe, les 2 artisans majeurs du succès du film original, la série n'a jamais réussi à retrouver l'attrait, l'énergie ni la magie de son modèle cinématographique. Le casting de la série comprenait Claudia Wells, Courtney Thorne Smith,
James Nardini, Dean Cameron et Patrick Dempsey, accompagnés du retour de Ray Walston et Vincent Schiavelli dans les rôles des professeurs Mr. Hand et Mr. Vargas. Cependant, le remplacement des personnages principaux par de nouveaux visages a rapidement créé une distance émotionnelle. Les spectateurs ont eu du mal à ressentir la connexion avec l'univers du film, ce qui a conduit à un échec sur le plan de l'engagement et de l'impact narratif. Même si les créateurs originaux étaient présents et que le groupe Oingo Boingo assurait la chanson du générique Fast Times, n'a jamais pu échapper à l'ombre immense du long métrage. La série a reçu un flot de critiques très négatives, certains reprochant son manque de mordant et d'énergie par rapport à l'œuvre originale, donnant l'impression d'une version affadie, terne et dépourvue de vitalité. 1. De nombreux couples ayant eu une relation amoureuse dans le passé ou au présent ont participé au film dit « Fait amusant », plusieurs personnes ayant déjà été en couple dans le passé ou à l'époque ont participé à la réalisation du film. Amy Heckerling, la jeune réalisatrice de l'époque, avait autrefois fréquenté Martin Brest lorsqu'elle venait tout juste d'arriver à Los Angeles. Bien que leur romance ait pris fin, ils étaient restés de proches amis et Heckerling lui offrit un petit rôle dans le film. Il apparaît furtivement dans une scène extrascolaire en incarnant un médecin. Personne n'aurait pu imaginer que quelques années plus tard, Brest deviendrait le célèbre réalisateur de Beverly Hills Cop, l'un des blockbusters d'action-comédie les plus emblématiques des années 80. Et les liens du destin ne s'arrêtent pas là. Cameron Crowe, le scénariste de Fast Times, trouva également presque par hasard l'amour de sa vie au cours de la réalisation du film. Nancy Wilson, l'âme du groupe rock légendaire Heart, fut invitée à faire un bref caméo. Elle y interprète la Beautiful Girl in Car, la femme au volant d'une Corvette rouge qui s'arrête à un feu et éclate de rire en apercevant Brad dans son uniforme de fast-food. Une scène de quelques secondes à peine, mais qui marqua le début d'une histoire romantique entre Nancy et Cameron. Peu après, Cameron et Nancy commencèrent à sortir ensemble. En 1986, ils se marièrent officiellement, inaugurant une relation passionnée qui dura de nombreuses années. Pendant ce temps, Nancy poursuivait sa brillante carrière musicale avec Heart, tandis que Cameron s'imposait définitivement grâce à des scénarios et des films profondément émouvants de Say Anything à Almost Famous. Et voilà les 20 révélations les plus surprenantes sur Fast Times at Ridgemont High. Des reportages infiltrés de Cameron Crowe au début fracassant des acteurs désormais devenus des icônes, cette comédie adolescente regorge de secrets étonnants, aussi bien devant que derrière la caméra. Parmi toutes ces anecdotes, laquelle vous a le plus étonné? Quel détail de tournage ou quel personnage vous a laissé la plus forte impression? Si vous êtes fan de Fast Times ou simplement passionné par les histoires de coulisses fascinantes, n'oubliez pas d'appuyer sur like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous continuerons à vous dévoiler des secrets, des révélations chocs et des anecdotes captivantes sur les films cultes que vous aimez.